Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier qui a été organisé par l'IFA, que vous voyez là. L'IFA, c'est l'Institut français des administrateurs, dont je suis membre et je suis certifiée aussi IFA. Et je suis aussi présidente de comité d'audit, donc j'ai aussi l'expérience d'administratrice et de discussion ou non, discussion intéressante ou non avec les directions générales et les RSSI. Et dans la vie de tous les jours, je suis une ancienne banquière et j'ai monté une boîte qui s'appelle Cyber Ready aux États-Unis, mais on a aussi quelques clients en France et on aide les CODIR et les conseils d'administration à gérer leurs risques cyber de façon transversale pour que cyber n'égale pas IT. Donc voilà, et mon tandem, Franck, vas-y. Bonjour à tous et je remercie l'IFA pour l'invitation. Donc je suis CISO EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique de Schneider Electric, et je suis aussi administrateur du CESIN, qui est une association d'experts et de RSSI français, et aussi administrateur de l'EXO, qui est une association européenne d'experts cybersécurité. Voilà, donc on a une petite présentation pour vous. L'idée, c'est qu'on trouve des exemples, on discute d'exemples vers la fin, parce qu'on n'a que 40 minutes. Mais surtout, n'hésitez pas à apporter vos commentaires, vos ajouts et votre ressenti dans le déroulé de notre petite présentation. Alors, voilà comment on a structuré. On va vous rappeler un peu les enjeux du conseil d'administration. Et puis après, on va parler du rôle du RSSI. Franck va nous expliquer, peut-être dans sa vie de tous les jours, quelle est la différence entre un CISO et un RSSI. Moi, quand je suis aux États-Unis, évidemment, je parle CISO. En France, je dis RSSI. Et je trouve que c'est la même chose, mais peut-être pas, parce que je suis pas de ce côté-là. Et après, on va vous donner des suggestions pour un nouveau dialogue et des responsabilités réciproques pour que dans vos structures respectives, vous puissiez enrichir ce dialogue qu'on trouve quand même un peu pauvre en général jusqu'à présent. Donc ça, c'est pour vous rappeler les responsabilités du conseil d'administration. Ça, il n'y a rien de nouveau, hein. Le conseil, il approuve la stratégie de l'entreprise, il suit la performance des dirigeants, il suit l'exécution de la stratégie et de la performance financière, et il surveille le dispositif de maîtrise des risques. Et dans ces quatre responsabilités traditionnelles, il faut maintenant insuffler la cyber. Enfin, en fait, on va l'appeler le numérique ou le digital parce que c'est un peu plus grand que la cyber. Et donc, il faut que les deux, hein, la direction générale via le RSSI ou la RSSI et le conseil, arrivent à définir l'appétit au risque cyber, où mettons le curseur. Superviser la stratégie de résilience, parce que maintenant tous les textes réglementaires parlent de résilience, ce qui il y a quelques années n'était pas dans le vocabulaire d'un administrateur, et puis bien sûr valider le budget nécessaire, parce que ça ne sert à rien de parler de résilience si on n'a pas les ressources nécessaires. Alors en général, ça incombe au comité d'audit qui doit veiller à ce qu'il y ait les ressources nécessaires pour l'environnement de contrôle. Mais c'est très important. Et une des différences dans ces quatre piliers du conseil d'administration, c'est qu'en général, la conversation est très pauvre parce que le conseil n'a pas assez d'infos. En général, les administrateurs ont beaucoup moins d'infos sur le digital que sur le budget ou la finance ou la stratégie. Donc, comme ils n'ont pas beaucoup d'infos, ils ne posent pas beaucoup de questions. Et quand les questions sont posées, en général, elles sont fermées. Est-ce qu'on est bien sur les tests d'intrusion et tout va bien? On lui dit oui, pas de problème. Et la question est close. Donc, le sujet aussi sous-jacent de cet atelier, c'est d'enrichir la conversation pour que les deux parties se parlent et qu'il y ait un vrai discours un peu contradictoire sur qu'est-ce qu'il faut faire, voilà notre appétit au risque, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les ressources qu'on met en face,
et qu'est-ce que le RSSI attend du Conseil et qu'est-ce que le Conseil attend du RSSI. Et pour le moment, ces attentes, elles sont en général très floues. Alors, il y a peut-être d'heureuses exceptions, mais je parle en général, c'est assez flou. Et donc, en fait, les choses se sont accélérées probablement à cause de la réglementation et aussi du marché avec la pression de certains investisseurs. Le Conseil maintenant se rend compte qu'il y a quand même une posture à avoir dans la cyber. C'est pas juste la finance et la stratégie. Et donc, vous voyez, là, je vous ai mis... et ceux qui veulent, si vous me donnez vos cartes de visite, l'IFA vous enverra les quelques slides qu'on a. Mais donc voilà, en fait, il faut que, de la même façon, par exemple, que le Conseil doit structurer le fonctionnement et la composition de ces comités en matière de risque, de nomination, rémunération, mais il doit maintenant s'intéresser aux chartes des comités qui s'occupent de la cyber. Est-ce que c'est le comité d'audit? Est-ce qu'il y a un comité digital? Est-ce qu'on a un référent? Nous, à la position de l'IFA en général, c'est que c'est un petit peu dangereux d'avoir juste un référent parce que la nature humaine est telle qu'on se défausse. Si on a un expert, on va se défausser sur l'expert ou sur le comité en charge et les autres administrateurs ne se sentiront pas très concernés. Donc, la position de l'IFA, c'est qu'il faut que tous les administrateurs montent en compétences. Certains peut-être plus que d'autres, mais c'est de la même façon qu'il y a une culture générale financière, il faut que maintenant il y ait une culture générale cyber, mais comment la faire passer au Conseil. Donc voilà, il faut prendre en compte la sécurité numérique dans la gestion des risques. Donc par exemple, la cartographie des risques. Il faut maintenant que les administrateurs s'assurent que dans la cartographie des risques, il y a une cartographie cyber et qu'elle soit suffisamment, que la granularité de cette carto soit suffisamment, enfin soit au bon niveau pour qu'on puisse y mettre des budgets et des ressources appropriées. Donc, vous voyez, ça insuffle un peu tout maintenant, tout le travail des administrateurs. Alors, ce qui est aussi très nouveau et qui fait peur, et Franck certainement l'abordera, c'est de faire attention aux parties prenantes et à la chaîne de valeur, parce que les administrateurs n'ont pas vraiment conscience de tous les prestataires et des risques que ces prestataires présentent. Parce que vous pouvez avoir une très bonne hygiène cyber et digitale au sein de l'entreprise, mais si vous ne contrôlez pas les risques de vos prestataires, ça devient très dangereux. Et avec DORA, par exemple, et NIS 2, la réglementation maintenant met le doigt là-dessus. Et pour les administrateurs, ce n'est plus un périmètre fermé et restreint, c'est très ouvert et ça leur fait peur. Donc, il faut leur apporter suffisamment d'infos et d'assurance pour qu'ils sentent qu'ils contrôlent quand même un petit peu la situation, en tout cas suffisamment pour y faire face quand il y a un incident. Il y aura forcément des incidents, mais la question c'est ils seront gérables assez vite. C'est plutôt ça. Et puis évidemment être attentif à la communication. Et ça aussi c'est un devoir qui est quand même très important et qui fait un petit peu peur souvent aux administrateurs, c'est où mettre le curseur entre la transparence qu'ils doivent aux régulateurs et la confidentialité de leur gestion des risques. Et donc ça, cette communication en externe et puis la communication en interne pour que tout le monde fasse bien attention, ça devient aussi un sujet de culture cyber dont le Conseil doit s'emparer. Donc les sujets de communication, là aussi, deviennent en digital, deviennent très très présents et sont relativement nouveaux. Ça date de quelques années, mais ça s'enchaîne très très vite. Les attentes d'un point de vue de conformité se sont vraiment renforcées, se renforcent très très vite. Donc il est vraiment urgent pour toutes les parties prenantes autour de la table de se parler plus en profondeur. Alors les nouvelles attentes du Conseil, alors on va redire un peu toujours les mêmes choses, mais de façon différente.
voilà ce que le Conseil, en général, devrait se demander. Alors, j'espère que dans la plupart des conseils que vous avez côtoyés, ces questions-là sont posées. Mais pas forcément. Et donc, à la limite, si le Conseil ne vous demande pas ces questions, il faut leur dire pourquoi vous ne demandez pas ce qui se passe, comment on a organisé la gestion de crise, la cellule de crise, par exemple. Donc, c'est pas seulement, vous voyez, le Conseil qui doit poser des questions, c'est si on ne vous pose pas les bonnes questions, il faut peut-être leur dire, ben voilà, ça, ce serait une très bonne question à poser. Alors, peut-être que la réponse est déjà toute faite, mais si elle n'est pas encore faite, voilà un chantier à travailler ensemble. Donc, le tout, c'est effectivement, et Franck en reparlera, c'est de remettre tous les sujets qui paraissent techniques dans un contexte business et impact business, sans jargon, parce que les administrateurs, souvent, sont un peu complexés, parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'informations, ils ne sont pas forcément très sûrs des questions qu'ils vont demander, et donc c'est parfois très sain et très positif de leur suggérer des questions. Et puis en plus, c'est plus facile pour vous parce que si vous leur suggérez les questions, en général, les réponses seront préparées. Qu'est-ce que, jusque-là, Franck, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires? Jusque-là, c'est... Je sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans des situations comme ça où vous êtes en conseil d'administration et vous voyez vous sentez que ce que vous dites passe un peu au-dessus? Pardon? C'est ça. C'est souvent le dernier, c'est ce que moi je conseille souvent à mes clients parce que c'est souvent un des derniers points dans l'agenda. Et moi je leur dis de temps en temps, il faut faire la rotation de la séquence et commencer par le dernier sujet du dernier conseil parce que sinon c'est toujours, on passe beaucoup de temps sur la stratégie, le budget. Et puis, la cyber, c'est quand tout le monde commence à ranger les téléphones et fermer les cahiers. Donc, c'est vrai. Donc, voilà, ce sont les attentes du Conseil. Alors, maintenant, je vais laisser, j'ai beaucoup parlé. Franck, à toi. Merci Marie-Noël. Ce que je voulais évoquer suite à nos échanges avec l'IFA, et quelque part il faut rappeler pourquoi l'IFA m'a invité en tant que représentant du Césin et de l'Exo, il y a un ressenti pour beaucoup de CISO de ne pas être entre guillemets correctement compris et entendu par la société et le conseil d'administration, pour les différentes raisons qu'a expliqué Marie-Noël. Un des points importants, et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec l'IFA, c'est de voir comment on peut, entre guillemets, intéresser respectivement les deux structures à se rencontrer plus régulièrement. Faire des formations cyber pour pouvoir faire plaisir à un cyberassureur en disant qu'on a un conseil d'administration qui a suivi quelques cours de cyber, c'est un bon début. De le mettre pénalement, je dirais, responsable si jamais il y a une réglementation, c'est un bon début. Mais ce qu'il faut véritablement, c'est avoir des rencontres intéressantes et intelligentes où on échange sur des sujets. Par exemple, un des exemples que citait Marie-Noël, c'est les exercices de cybercrise. Tout le monde fait des cybercrises. Ce qui est intéressant pour un conseil d'administration, c'est comment moi je les fais différemment des autres. En mieux, en moins bien. Certaines sociétés font des exercices de cybercrise extrêmement opérationnels, la plupart du temps uniquement concentrés sur elles-mêmes. C'est comment je redémarre mon système. C'est déjà un bon début. Certaines sociétés vont faire des exercices de place à travers les institutions financières, la Banque de France en fait. D'autres le font par exemple à travers l'ANSSI qui a fait un exercice de crise avec plus de 1000 sociétés où, entre guillemets, toutes les sociétés pouvaient participer. Et certaines sociétés, chez Schneider c'est ce qu'on fait, on le fait avec nos partenaires, que ce soit des sous-traitants ou des distributeurs. Parce que la problématique, ce n'est pas véritablement de remonter son système. On estime que beaucoup le font déjà et font des exercices, on espère, de continuité et compagnie qui sont suffisamment, je dirais, efficaces. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on veut les faire avec nos partenaires? C'est-à-dire, je dirais, mettre sur la table peut-être des problèmes qu'on va soulever dans le cadre de l'exercice et apprendre. Mais ça sera une création de confiance. Et c'est là où je reviens sur le premier slide de Marie-Noël. La cyber, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise et en même temps du risque. Et pas uniquement du risque. Il faut qu'on puisse échanger avec les administrateurs pour pouvoir leur dire, est-ce que vous voulez pouvoir communiquer
créer de la confiance à travers la cybersécurité dans l'écosystème dans lequel vous êtes. Et l'exemple de la cybercrise, pour moi, est extrêmement important. Est-ce que vous voulez rester concentré sur vous-même parce que vous n'êtes pas confiant, vous avez des doutes et je ne sais quoi d'autre, ou est-ce que vous vous dites, j'ai une telle relation avec ce distributeur ou avec ce sous-traitant, je veux faire un exercice parce que nous ne pouvons pas faire notre business l'un sans l'autre. Et les derniers événements qui ont eu lieu, je dirais, dans la presse, on voit bien que vivre l'exercice de crise uniquement concentré sur soi-même est une grosse erreur parce qu'on ne redémarre pas. Et la plupart du temps, quand il y a un exercice de crise, il y a la remontée cyber et IT pour remettre le système en état, mais il y a toute la renégociation avec ses contreparties pour leur dire « vous pouvez me faire confiance, on va pouvoir redémarrer en nominal ». Et cette partie-là est très très rarement adressée. Et c'est là où, entre guillemets, le conseil d'administration avec les CISO peuvent avoir des réunions de travail orientées sur la cybercrise, mais sur d'autres thèmes, en se disant quel est notre objectif à 2-3 ans. On veut pouvoir se challenger avec nos pairs, on veut pouvoir faire des exercices avec des sous-traitants des pairs, on veut pouvoir montrer à nos autorités, que ce soit la CPR, l'ANSSI ou je ne sais quoi d'autre, que nous sommes une société proactive, transparente, sur laquelle on peut avoir de la confiance. Parce qu'un des nouveaux titres, on parlait du CISO et du RSSI, un des nouveaux titres des RSSI ou des responsables sécurité maintenant, c'est le CTO, le Chief Trust Officer. C'est comment on crée de la confiance à l'extérieur et comment on en a à l'intérieur. Et ça, c'est, je dirais, une question qui est extrêmement importante. Ce qui permet de rebondir sur la rosace ou le cercle du World Economic Forum, qui est, entre guillemets, une institution qui n'est pas uniquement à Davos pour envoyer quelques VIP faire du ski, mais aussi avoir des moments de réflexion. Excusez-moi, il faut un peu plaisanter un peu sur ce sujet, il se passe d'autres choses. C'est un groupe de travail, il y a un certain nombre de groupes de travail, mais c'est un groupe de travail que j'aime bien. D'une part parce que ma société y participe, mais elle inspire dans le sens de ce que va être le métier de demain pour plus de sociétés. Ce n'est pas le métier du RSSI pour tous les RSSI, c'est plutôt pour ceux qui ont de gros moyens dans des grandes entreprises, mais qui permettent de définir un peu ce que va devenir ce métier. Il y a encore quelques années, le métier de CISO ou de RSSI n'existait pas. Il y a une quinzaine d'années, il n'y en avait pas beaucoup, avec très très peu de moyens. Et au mieux, ils faisaient de la conformité, de la paperasse. Ils étaient mis de côté et ils étaient là pour, entre guillemets, être un référent, faire plaisir à un certain nombre de réglementations. On voit au fil du temps que ce métier évolue énormément, qu'il y a globalement deux familles qui se sont rencontrées. Je dirais qu'il y a une famille technique qui est devenue responsable de la cybersécurité, et il y a une famille plus conformité et GRC qui est arrivée, entre guillemets, au management de la cybersécurité. Et on voit en fin de compte que les deux, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est surtout que le métier commence à mûrir et à avoir énormément de nouvelles facettes. On voit dans ces métiers, dans les grandes sociétés, on va avoir des responsables communication internes, on va avoir des responsables juridiques internes, on va avoir des responsables de la relation avec la gestion des tiers internes. On a énormément de métiers qui évoluent. On a des responsables financiers parce que les budgets sont tels qu'en fin de compte, il faut un responsable métier. Et ce qui me passionne dernièrement, il y a des métiers spécifiques au HR cyber. C'est-à-dire comment on attire des talents, et pas uniquement les femmes et les enfants, mais comment on les retient, comment on les fait évoluer dans le temps, comment on leur permet aussi de retourner dans l'entreprise avec une compétence cyber dans d'autres activités comme l'IA ou d'autres métiers. Et c'est extrêmement important de voir la cyber, pas uniquement comme un sujet technique, mais comme un vrai sujet de résilience. Et quand on parle de résilience, on se focalise énormément sur la souveraineté ou sur la partie technologique. La résilience commence par l'humain. Comment on attire des talents, comment on leur propose une carrière sur le long terme et pas uniquement de boucher un trou, comment on définit les prochains métiers dont on va avoir besoin dans la cyber pour pouvoir adresser correctement le risque et le réduire. Et toutes ces activités-là que vous voyez dans la rosace, c'est pour des sociétés qui ont des moyens. Mais tout doucement, ça permet pour un RSSI de rencontrer, le conseil d'administration en disant on va arriver dans cette stratégie-là à un moment donné. Peut-être pas avoir une pastille à chaque fois, mais avoir un certain nombre de fonctions beaucoup plus riches. Chez Stener, par exemple, on mélange la communication et la sensibilisation. Parce que le métier de sensibilisation, avec beaucoup de respect, c'est pas toujours très passionnant de faire des campagnes de phishing ou des formations, mais par contre de contrebalancer en se disant vous êtes responsable de la com, c'est vous qui allez, entre guillemets, retravailler tous les documents de com, ça veut dire que ces personnes-là vont être habituées à traiter des sujets de cyber, avoir un regard un peu communicant, donc soulager le RSSI qui n'est pas obligatoirement un spécialiste de la com, donc d'avoir des échanges pour dire quel est le bon niveau, comme le disait Marie-Noëlle, d'en dire suffisamment, pas trop, pour que, entre guillemets, toutes les parties soient satisfaites. Il faut de l'exercice, il faut que ça se fasse régulièrement. Et tous ces métiers-là,
c'est des métiers où on va pouvoir attirer des talents. Et ce n'est pas uniquement des techs qui vont faire ce genre de choses. Et certains techs voudront absolument jamais faire ce genre de métier. Donc il va falloir attirer des talents et leur dire, tu vas pouvoir entrer quelque part, avec certaines formations, avec certaines expériences, tu vas pouvoir basculer sur un autre métier. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est des activités nouvelles qu'il faut expliquer au conseil d'administration et pas uniquement leur faire des indicateurs pastèques ou autres, juste pour, entre guillemets, les noyer dans un discours technique qui ne les intéresse pas. Est-ce que j'ai à peu près dit ce qu'il y avait dessus? Oui, à peu près sur ce slide-là, ouais, je pense. Au niveau donc de ce que j'ai pu déjà évoquer, ce qu'on disait, c'était expliquer et sensibiliser au niveau des cyber-risques. Là, c'est extrêmement important. La chose est de pouvoir, entre guillemets, expliquer comment on est sensible peut-être à des sous-traitants critiques, comment on va pouvoir faire des partenariats avec. Et là, il y a encore une fois de plus une opportunité avec le conseil d'administration de voir comment on va, je dirais, définir une certaine stratégie au niveau des cyberrisques. Le RSSI n'est pas uniquement focalisé pour faire le pompier ou pour renforcer des murs. C'est aussi lui qui va pouvoir faire un suivi réglementaire dans les différents pays où la société a envie de s'étendre pour se dire, si on veut aller faire du business à cet endroit-là, il va falloir qu'on arrive à un certain niveau sur un certain nombre de nos systèmes pour être en capacité de vendre. Et c'est là où le RSSI devient un partenaire business et pas uniquement le responsable technique pour éteindre les feux ou pour embêter les gens. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a un besoin, entre guillemets, d'avoir une projection sur un moment donné. Après, il y a la description de la posture de l'entreprise. Quel est le modèle que le conseil d'administration avec le RSSI veulent mettre en place? Il y a encore beaucoup trop de sociétés où, entre guillemets, le conseil d'administration reçoit le RSSI, l'écoute pendant quelques minutes, en général jamais trop longtemps parce que c'est fatigant, et l'autorise à retourner dans sa case pour compter le boulot. Il est extrêmement important que le conseil d'administration comprenne et diffuse un message assez clair. La cybersécurité n'est pas le sujet uniquement du RSSI, mais de l'ensemble de l'entreprise. Tous les responsables métiers doivent concourir, participer, payer aussi certaines maintenances en conditions sécurité, en évolution cybersécurité. Il faut que le CISO soit un acteur, un chef d'orchestre de cette cybersécurité, mais que le conseil explique bien à tout le monde doit se mettre à niveau. Et ça, c'est extrêmement important, pour que ça soit partagé et donc pas vu comme le RSSI embête tout le monde et doit, entre guillemets, éteindre les feux quand ils arrivent à un moment donné. Les cyberrisques, on en a parlé, c'est important de pouvoir parler d'impact commercial, financier et autres. L'exposition financière est quelque chose de très intéressant parce qu'elle permet d'avoir une discussion à travers tous les corps de métier dans l'entreprise, les cols bleus et les cols blancs, et pas d'avoir un regard de résilience uniquement orienté technique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un précédent métier, c'était dans l'assurance, de se dire remonter certains systèmes, ça paraît extrêmement complexe parce qu'on ne sait pas à quel moment il faut remonter les données et les rejouer. Quand on discute avec certains métiers, on est capable de se dire qu'on est capable de challenger la qualité de la donnée par rapport à des tiers et de se dire on est capable de restaurer à des snapshots, des photos que l'on considère comme fiables parce qu'on a une capacité de vérifier qu'elle est fiable et donc de la rejouer beaucoup plus court. Ça permet de faire comprendre aux techniciens qu'il y a d'autres moyens que uniquement de la technique d'être résilient et en même temps à des personnes métiers de pouvoir mieux partager leurs compétences métiers et de pouvoir, entre guillemets, avoir une vision de résilience beaucoup plus pertinente. Au niveau réglementaire et autres, on en a discuté. Les risques de réputation, c'est un sujet extrêmement intéressant aussi parce que les sociétés, il y a plusieurs écoles, il y a des personnes qui vont vous expliquer que de se faire attaquer, ça a détruit votre réputation. Il y a des sociétés qui meurent d'attaque, c'est évident. Il y en a beaucoup qui résistent très très bien, voire qui vont encore mieux qu'avant. Parce qu'un des problèmes des risques, pour la réputation, c'est que des fois, on a beaucoup plus de moyens en tant que RSSI. Donc des fois, ce n'est pas si catastrophique que ça a des intérêts et autres. Au niveau des attentes, entre guillemets, du RSSI, et c'est là où, entre guillemets, il y a beaucoup d'intérêt pour des associations de CISO de travailler avec l'IFA, il est important que le conseil d'administration comprenne que le positionnement et le support au RSSI est nécessaire. Si le RSSI va voir le conseil d'administration en disant « je dois être attaché », il n'y a plus. Excusez-moi, bonne idée, bonne remarque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la technique. On va voir. Non? On va taper là. Excusez-moi. C'est bon, on est reparti. Merci. C'était celui-là. Au niveau des responsabilités du RSSI, donc ce que je disais, il est très différent et très difficile pour un RSSI d'aller voir son responsable
et son conseil d'administration et de se dire je ne suis pas correctement positionné dans l'entreprise pour pouvoir avoir l'écoute et l'attention des différents collègues. En général, toutes les personnes qui vous reçoivent vont comprendre qu'à titre personnel, vous voulez être augmenté, vous voulez avoir un différent, je dirais, présentation dans l'organigramme, mais en aucun cas comme quoi le positionnement n'est pas conforme. On discutait avec Marie-Noël dernièrement, il y a certaines personnes qui gardent encore leur RSSI sous le DSI. Ça peut avoir des avantages, ça peut avoir beaucoup d'inconvénients de conflits d'intérêts, d'arbitrage financier, d'autonomie et compagnie. Il y a des sociétés où ça se passe très très bien, il y a des sociétés où c'est une catastrophe. Donc il n'y a pas de... Moi je ne suis pas comme certains régulateurs qui disent c'est comme ça et pas autrement, parce que ça pose d'autres problèmes. Mais c'est important d'avoir, je dirais, au niveau du conseil d'administration, une discussion intelligente de se dire est-ce que le RSSI, vu comment il est perçu dans l'entreprise, a capacité d'impact ou pas. S'il n'a pas de capacité d'impact, que ce soit parce qu'il est écouté, parce qu'il a des moyens ou je ne sais quoi, il faut changer l'organisation pour qu'on revienne à une discussion et en capacité d'impact. L'autre point que je trouve extrêmement important, c'est l'étroite collaboration entre le RSSI et le conseil d'administration. On le voit dans certaines grosses entreprises un peu internationales et on le voit surtout aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle des comités sécurité qui se mettent en place où, entre guillemets, des membres du conseil d'administration travaillent sur un sujet. Ça peut être la cybercrise, ça peut être la résilience, ça peut être d'autres sujets, avec des personnes de l'équipe RSSI pour pouvoir, entre guillemets, creuser un sujet et bien informer le conseil d'administration pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est extrêmement important de passer de la rencontre obligatoire due à des réglementations ou à un cyberassureur et de faire une petite croix en disant est-ce que vous avez vu votre conseil d'administration? En général, on ne vous demande jamais combien de slides, combien de temps, donc comme ça, c'est assez facile, et de se dire est-ce que vous avez une discussion constructive et intelligente. C'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on travaille avec l'IFA, de se dire comment on peut se donner envie de se rencontrer et de faire voir qu'on ne va pas parler, je dirais, technique. Quand je parlais de cybercrise, je n'ai pas utilisé le moindre mot technique, c'est important de pouvoir l'échanger. Et de pouvoir confirmer la structure organisationnelle où on va avoir de l'impact. C'est là où je disais à quel endroit doit-il être, entre guillemets, positionné. Est-ce qu'il a les moyens financiers? Est-ce que dans la boucle des achats, il est capable d'être, entre guillemets, à un moment donné, informé et de challenger les décisions? Et tout à l'heure, quand on évoquait la nuance entre RSSI et CISO, certains confondent les deux. Dans CISO, il y a le C de C-level. En France, les CISO, les RSSI qui s'appellent CISO ou autres, il y en a beaucoup qui ne sont absolument pas C-level. Et ils ont le titre, ils sont contents, ils ont un stickers, mais quand on les regarde dans l'organigramme, ils sont un peu dans une cave et ils sont ravis d'avoir une étiquette, on est ravis pour eux, mais en gros, ils n'ont pas la capacité, la responsabilité. Aux États-Unis, un CISO peut aller en prison quand même. Hein. Donc c'est pas, il y a des avantages et des inconvénients. Il est mieux payé parce qu'il peut aller en prison. Il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est là où il faut avoir une discussion intelligente une fois de plus avec le conseil d'administration, de se dire est-ce qu'il est en capacité d'avoir de l'impact, de défendre la stratégie qu'il a partagée avec le conseil d'administration pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et donc après aligner les cyber-risques et les besoins de l'entreprise. Est-ce que j'ai à peu près dit tout Là, on en arrive aux exemples qu'on veut partager et qu'on veut animer. Donc vous avez bien retenu que le positionnement du ou de la RSSI est ultra important parce que ça donne un peu le là de la culture de l'entreprise. Et donc, il faut effectivement lui donner plus d'autorité qui aille avec la responsabilité qu'il a, parce que souvent, ça doit être on doit se sentir assez seul en position de RSSI. Et puis, je parlais tout à l'heure de l'appétit au risque. Il faut pouvoir définir l'appétit au risque pour telle stratégie, quels sont les risques qu'on est prêt à prendre et est-ce qu'on s'est bien gardé, est-ce qu'on les a bien maîtrisés. Donc, et ça ne peut se décider qu'avec une conversation bien nourrie de faits, d'expérience avec les équipes RSSI. Et donc, j'avais parlé de la carto des risques tout à l'heure. Effectivement, et c'est très important dans la culture digitale ou cyber d'une entreprise, ce que moi j'appelle le fil rouge de la cohérence numérique, c'est-à-dire qu'il y ait une cohérence entre les différents documents qu'on présente au conseil d'administration, c'est-à-dire la cartographie des données, ça ils l'ont pas toujours ou presque pas, la cartographie des risques, le budget, le plan d'audit annuel et les retours sur les exercices de plan de continuité. Et ça doit être
si vous voulez, en boucle d'amélioration continue, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Si chacun de ces documents est préparé en silo et présenté au conseil d'administration en point de hors du jour séparé, ça n'a aucun, le risque est que ça n'ait aucun sens. Et donc il faut que tout s'enchaîne. Et je pense que c'est important pour le RSSI de veiller à cette cohérence. Ce n'est pas seulement le budget, c'est important d'avoir les moyens nécessaires à la carto des risques, mais est-ce que le plan d'audit est aussi en cohérence avec ce qu'on dit? Et est-ce qu'il y a déjà des exercices de plan de continuité, hein, quand on parle de résilience, ça veut dire plan de continuité, mais en général, les conseils d'administration ont un retour, mais vraiment hyper court, des exercices de plan de continuité. Moi, j'ai vu des exemples de compagnies d'assurance, pas en France, hein, mais qui ne savaient même, les administrateurs ne savaient pas si les exercices de plan de continuité étaient en live ou étaient sur table. Donc ça vous montre la pauvreté du dialogue. Donc il faut creuser un peu et vraiment voir la cohérence de tous les documents qu'on présente au Conseil. Et puis il faut faire il faut instaurer un rituel cyber, c'est-à-dire que commencer à tous les conseils d'administration à avoir une petite mise à jour. Qu'est-ce qui s'est passé en France ou dans le monde qui peuvent impacter le digital, pour qu'au moins il y ait une culture générale, et aussi montrer que la cyber n'est pas juste on a parlé juste un risque, mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de mettre au carré toutes les cases, et une opportunité concurrentielle, parce qu'au bout d'un moment, je pense que le marché et les investisseurs savent que, toutes choses étant égales par ailleurs, l'entreprise A a une meilleure cybersécurité et plus rassurante que l'entreprise B. Donc c'est important que ce soit perçu aussi comme une opportunité de mieux faire et de mieux se présenter face au marché. Et donc inscrire un point numérique au Conseil, c'est ultra important, et justement pas toujours en dernier point, parce qu'il n'y a plus de temps, l'attention faiblit et on a moins de temps. Et puis dans les 10 minutes, un quart d'heure qui reste, on voudrait réfléchir avec vous et vous demander quels exemples, parce que c'est important pour le Conseil d'avoir un tableau de pilotage, mais il ne faut pas qu'il y ait 150 critères, parce que du coup, trop d'infos tue l'info. Il y a des points qui s'allument partout, et le Conseil, finalement, n'y comprend rien et n'a pas de valeur ajoutée pour le RSSI quand il y en a trop. Donc, à votre avis, quels sont dans le tableau de pilotage, qu'est-ce qui marche bien? Dans votre expérience, qu'est-ce qui marche bien et qui est bien compris, ou quelles sont les questions que vous avez? Parlez fort. La quantification des risques. Au lieu de mettre des couleurs, en fait, faut mettre sur les explique, en fait, on a un risque actuel. Je ne sais pas si on peut vous... On explique, en fait, on a un risque actuel qui représente à peu près 500 000 euros. Et qu'on est en capacité de baisser ce risque moyennant un budget, qui permet, en fait, de montrer l'image. Alors, la quantification du risque, c'est un sujet qui me passionne énormément. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Je l'ai découvert la première fois avec les assurances cyber. Parce que dans l'assurance cyber, on assure un risque qui est quantifié avec une occurrence et une intensité. Et donc assez rapidement, on se dit, est-ce qu'on en a besoin pour 100 millions, 200 ou 300? Et là, il y a beaucoup de doigts mouillés. Et dans la quantification du risque, il y a quand même beaucoup de doigts mouillés, malgré ce qu'on dit. Il y a des méthodologies comme la méthode FAIR et comme un certain nombre de solutions, même françaises, qui existent, qui sont intéressantes, pas vraiment pour le chiffre, parce que le chiffre, comme on peut jouer sur une intensité ou un nombre de clients, on peut rapidement rajouter quelque chose ou pas. Mais par contre, pour initier une discussion et pour se dire, même si ce chiffre n'est pas tout à fait juste, en lançant tel et tel projet, on va pouvoir sérieusement le réduire. C'est extrêmement important. Moi, je me rappelle d'un exemple qu'on avait fait dans la précédente société où on faisait une fuite de données. Et donc, dans la fuite de données, il fallait informer des clients. Je me focalisais à l'époque sur combien coûte un expert cyber extrêmement compétent, le plus compétent du monde. C'était une idiotie incroyable, parce qu'on s'est rendu compte, avec ces calculs et les différents intervenants,
que l'élément clé, c'était comment on informait le client. Si on l'informait, à l'époque, c'était plutôt dit de l'informer en lettres recommandées, c'était 6 €. Et donc informer 1 ou 2 ou 10 millions de clients faisait qu'on arrivait à 60 millions. Et là, ça a permis de basculer sur un travail où on s'est dit, est-ce qu'on est vraiment obligé de l'informer en lettres recommandées ? À première vue, ce n'était pas évident à l'époque, et ça ne l'est encore moins maintenant. On est passé sur des informations par email et par SMS qui ont permis de réduire drastiquement les coûts, de pousser à avoir les coordonnées médiatiques des clients, de supporter donc la transformation digitale, et donc quelque part derrière une réflexion pour avoir un chiffre, on a vu que par rapport à quelque chose qui pouvait nous aider pour le MFA pour un certain nombre de choses, ou pour faire du marketing, on pouvait indirectement réduire aussi les coûts. Et c'est rien que cette discussion de mettre tous les acteurs autour de la table, les métiers, les responsables risques et les responsables techniques, on voit des trucs qui sortent et qui éclairent et qui permettent de mettre le RSSI à un niveau stratégique et de dire, moi, derrière cette problématique, cet exercice de quantification, je vous propose d'aller chercher les coordonnées médiatiques, de le supporter. À l'époque, c'était les Chief Digital Officers, pour aider à la transformation. Et il y a vraiment un moyen de remonter à un bon niveau de discussion. Et donc oui, ce genre de choses, c'est important. Et de voir les gros impacts, c'est important aussi, parce que même s'il y a quelques erreurs, de se dire, on voit quels sont les inducteurs, parce que le problème de la quantification du risque, c'est de savoir parmi toutes les variables, qu'est-ce qui a vraiment un impact sur le chiffre final. Et là, c'était le prix de la lettre recommandée et pas vraiment le nombre d'individus. Dans d'autres, on va voir que c'est autre chose et de se dire qu'il faut rencontrer avec de l'opérationnel. Et c'est bien des fois d'être dans les risques parce qu'il y a tous les acteurs qui sont passionnés de calcul. Parce qu'il faut avoir une discussion en se disant c'est quel est l'élément qui va vraiment faire bouger. Donc ce sur quoi je dois agir. Et donc c'est extrêmement intéressant. Madame, un peu plus fort s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'a pas de micro ? Je peux avoir un point de vue RSSI et Marie-Noël répondra. À chaque fois que j'ai participé à des roadshows, donc pour pouvoir avoir une assurance cyber, il y avait plusieurs raisons. Un, faire une croix dans certains questionnaires. Dire, est-ce que vous avez une assurance cyber? Et à la limite, vous couvriez pour rien du tout, vous faisiez votre croix, tout le monde était heureux, c'était un moment adorable pour tout le monde. Oui, mais... Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'appelle le roadshow, c'est-à-dire qu'avant d'avoir une estimation, il va vous demander quelle est la capacité et, je dirais, la franchise que vous acceptez. Donc là, il y a des grandes discussions et ça a beaucoup évolué dans le temps. Et dans tous les cas, vous allez avoir un certain nombre de questionnaires monstrueux. Des fois, c'est 400 questions. C'est un concours à celui qui vous posera le plus de questions. Il y a des courtiers qui vous permettent d'agréger. Et ça se finit en général par un roadshow où vous faites le beau, vous vendez au mieux la maison sans mentir, bien évidemment, et vous avez des gens qui vous posent des questions. Et à la fin, il y a un chiffre magique sorti du chapeau qui vous couvre. Et en général, vous avez une discussion avec votre COMEX ou votre CA en disant, si l'année prochaine, on travaille sur ça et ça, est-ce qu'on va vraiment avoir un impact sur le coût de notre cyberassureur? En général, non. Et la discussion, elle est toujours moitié-moitié, mais c'est une discussion qui permet d'engendrer et de démarrer une discussion avec le conseil sur une stratégie, ce qui est déjà intéressant. Ça, c'est... Ok. Alors, Sylvie, je vais d'abord finir de répondre à la première question et après à celle des fournisseurs. C'est vrai que c'est un sujet pour le Conseil. Nous faut-il une assurance ou pas? Et qu'est-ce que ça couvre? Mais quelle que soit la réponse faite, je pense que c'est quand même un très bon exercice de réfléchir, de remplir le questionnaire et de voir où sont les gaps entre les trous, entre les procédures et la pratique. Et ça permet de resserrer un peu les mailles de la raquette du contrôle interne. Parce que souvent les procédures sont en place, mais en fait elles ne sont pas suivies ou pas pratiquées, et donc ça ne sert à rien. Donc même si on finit par dire on n'a pas besoin d'assurance, le fait d'avoir fait l'exercice apporte beaucoup de choses. Alors après, pour répondre à la question comment s'assurer que les prestataires et les fournisseurs sont bien gérés, il faut déjà avoir un inventaire et de savoir quels sont les plus exposés. Et ça peut être une exposition au risque parce que c'est
c'est votre prestataire, votre fournisseur de serveurs. Donc là, c'est ultra important. Mais ça peut être aussi l'entreprise de nettoyage qui a accès à tous les bureaux quand tout est fermé et qui peut prendre les mots de passe s'ils sont visibles ou se servir dans les poubelles. Donc vous voyez le risque dans la quantification dans l'échelle de quantification des fournisseurs, c'est pas forcément celui qui est entre guillemets le plus important et avec lequel vous avez le plus d'exposition financière. Ça peut être la sécurité dans le lobby qui laisse passer tout le monde parce qu'il n'y a pas de badge. Ça aussi, ça peut être aussi très important. Donc c'est absolument critique de faire la liste et de savoir pourquoi on met telle entreprise dans la catégorie A, telle ou telle entreprise dans la catégorie B. Mais ce que est souvent rapporté par les auditeurs et les commissaires aux comptes, c'est la gestion des accès. Parce que vous pouvez avoir, je sais pas, un fournisseur ou un prestataire qui vous fait la paye, et puis qui a 10 personnes, parce qu'à un moment, c'est clé, vous avez plus de besoin, et les accès ne sont pas retirés. Donc les personnes qui ont eu accès qui ont géré la paye, pour une raison X, Y ou Z, quand ils partent, voilà, il y a une procédure, le département IT non, les ressources humaines doivent informer. Alors elles informent, mais comme c'est pas suivi, ça peut être désactivé une semaine après. Donc vous voyez, il faut vraiment connaître ces know your customer, know your provider, et savoir pourquoi, à quoi ont-ils accès, et s'ils font appel à des stagiaires, est-ce que les stagiaires aussi ont accès? Enfin, vous voyez, donc c'est pas forcément une quantification financière. Je sais pas ce que tu veux rajouter. Pour compléter, c'est aussi un sujet qui me passionne. La situation a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il fallait, entre guillemets, plutôt aller vers les sous-traitants critiques, avec des règles S2 et compagnie. C'était une bonne chose pour pouvoir diffuser la culture de suivre ces sous-traitants, mais pour moi avec très peu d'intérêt. Parce que ces sous-traitants critiques, la plupart du temps, étaient des grosses sociétés déjà bien suivies par des régulateurs. Donc, quelque part, c'était plus pour faire plaisir, excuse-moi, au conseil d'administration, au comité interne d'audit et autres, plutôt que dans une vraie approche du risque. Moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir une stratégie de suivi de ces tiers. Ça va par des clauses sécurité, des questionnaires, un certain nombre de choses, et aussi avec des outils de scan externe pour voir est-ce que la société en face, vue de l'extérieur, vue d'un attaquant, ça ressemble à une maison mal tenue ou non. Ça, c'est une première chose, ce qui va vous donner des éléments d'indice. Et en même temps, il faut pouvoir adresser l'ensemble du spectre de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'angles morts, il y a des petites sociétés qui ne font pas grand-chose dans votre entreprise, mais qui peuvent manipuler des données critiques, qui peuvent avoir des accès critiques, qui peuvent avoir évolué dans le cadre de leurs prestations. On les connaissait aujourd'hui, on est très heureux de travailler avec eux. 5 ans plus tard, ils font tout autre chose, mais on les traite de la même façon. Et donc, il y a toute une culture où, entre guillemets, il faut satisfaire un certain nombre de comités, un comité d'audit interne et autres, et à un moment donné, faire comprendre à tout le monde que tout le monde va y passer et qu'on va faire du suivi. On va avoir des systèmes techniques pour voir s'il n'y a pas des alertes de temps en temps. On va faire aussi des rencontres avec des gros fournisseurs en disant quelle est ta stratégie cyber sur les prochaines années, parce que si on a un exercice de crise ou si on a une crise, ça va aller beaucoup mieux si on se connaît, si on se respecte, si on se fait confiance, si quand vous me dites quelque chose, je vous crois ou pas. Donc c'est à plusieurs niveaux et il n'y a pas une solution unique quelque part. C'est une vraie stratégie et il faut un vrai patron dessus. Alors, dans les nouvelles réglementations comme NIS 2, il y a quand même une obligation de suivre ses sous-traitants. Donc là, il n'y a pas de discussion. Dans le CRA, si votre sous-traitant fait défaut, c'est vous qui êtes responsable. Donc il y a une culture qui commence à se mettre très sérieusement en route. Oui, aussi. Mais c'est vrai que je suis un peu moins RGPD, mais je suis d'accord. Tout à fait. Je pense qu'il y a un autre sujet qui peut aider un peu les deux parties, c'est de discuter des seuils d'alerte et de criticalité. Parce que le Conseil ne peut pas et ne doit pas être au courant de tout ce qui se passe au jour le jour. Mais c'est important d'avoir discuté avant à quel moment la direction alerte un comité et à quel moment le comité alerte le Conseil.
pour vraiment garder les priorités, garder le focus sur les priorités et pas se perdre dans les détails. Et c'est aussi important pour la conformité vis-à-vis des régulateurs, quel est le seuil de criticalité et comment on définit la criticalité. Est-ce que c'est le nombre de clients impactés, le temps où les serveurs n'ont pas marché, le montant financier, donc il peut y avoir, est-ce que c'est pas beaucoup de clients, mais un peu partout en France si vous avez des filiales. Donc c'est important d'avoir calé entre le RSSI et le Conseil les niveaux de criticalité et à quel moment on alerte qui et quoi. Et d'ailleurs, en période de crise, ça va forcément aider parce que ça va mettre la cellule de crise en route quasi automatiquement. Et souvent, ce seuil de criticalité et d'alerte n'est pas discuté. Et c'est évidemment beaucoup mieux d'en discuter à froid. Donc oui, donc pour résumer, pour espérons plus de personnes et pas uniquement l'angle là-bas, c'est comment on peut articuler entre guillemets dans l'entreprise des réglementations anticorruption, Sapin 2 et compagnie avec des réglementations cyber. Et c'est à peu près ça. Je fais le court, mais bon. Pour moi, il y a plusieurs réflexions derrière. Normalement, il y a un responsable des risques qui devrait faire l'animation de tout ça. Mais je pense que c'est un très bon sujet à faire avec le conseil d'administration, qui va peut-être être plus intéressé par du Sapin 2 et de voir comment, entre guillemets, on va le décliner d'un point de vue cyber en travaillant sur le nombre d'actes ou un certain nombre de choses qui sont orchestrées dans l'entreprise et de se dire, voilà comment on va adresser. Par exemple, quand on parle de corruption et compagnie, il y a ce que les Américains appellent le Insider Trust Program. C'est comment on va voir la faille interne. Par exemple, d'expliquer qu'on ne va absolument pas suivre des individus, parce que ça, c'est du traçage et tout, c'est interdit. Par contre, on va avoir des éléments déclencheurs qui vont lancer des procédures qui vont être tracées. Et là, c'est une approche complètement différente. Et c'est une discussion, je pense, qui a un niveau au conseil d'administration, où on se dit, il y a une problématique, il y a différentes réglementations, comment les outils, en incluant le RGPD, NIS 2 et un certain nombre de choses, vont pouvoir répondre correctement à une demande, tout en respectant l'ensemble des lois, et surtout le RGPD et les codes du travail. Et donc, c'est ce genre de discussion qui peut être extrêmement intéressante. Et créer un plaisir de se rencontrer, et pas trouvez-moi une solution. Et puis, il faut effectivement passer au peigne fin tous les contrats des prestataires et fournisseurs, parce que souvent, ce sont des vieux contrats qui sont reconduits quasi tacitement. Et donc, c'est vraiment important de les mettre à plat périodiquement pour être sûr qu'ils soient conformes, déjà sur le papier, qu'ils soient conformes à toutes les nouvelles réglementations. Il y a d'autres... Même si on n'a pas de micro, les questions sont les bienvenues. Quelque chose qu'on n'a pas traité ou que vous étiez curieux d'entendre et qu'on n'a pas traité? On va vous libérer alors. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Alors attends, je vais leur... voilà, si vous voulez vous adresser à l'IFA ou avoir nos diapos, on vous a mis les emails ici. Oui, je suis vice-président du César. J'ai postulé pour adhérer à l'association.